Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre cours de génie logiciel. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec un autre diagramme. C'est le diagramme d'activité. Donc, nous avons déjà abordé le diagramme de cas d'utilisation où il était question de voir comment nous pouvons récupérer les informations nécessaires pour comprendre notre système, les différents acteurs, les différents cas d'utilisation. Nous avons aussi par la suite abordé les diagrammes des séquences où nous détaillons chaque cas d'utilisation pour voir les différentes séquences de messages entre l'émetteur, les différents acteurs et le système. Maintenant, dans le troisième diagramme, le diagramme d'activité, dans ces diagrammes, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le traitement. D'accord? Pour chaque cas d'utilisation, nous entrons à l'intérieur pour voir les différentes fonctions et comment ces fonctions-là interagissent, les différents événements qui vont permettre de passer d'une activité à une autre. Ces diagrammes de cas d'activité, souvent vous entendrez le mot technique parler de workflow. D'accord? Le workflow en anglais, ça veut dire juste comment votre système fonctionne de l'entrée jusqu'à la sortie. Par exemple, si je vais comprendre la gestion des courriers, je peux me dire, est-ce que vous pouvez me décrire le workflow de votre gestion des courriers? Ça veut dire au quotidien, comment vous faites pour gérer les courriers. Par exemple, nous réceptionnons les courriers, nous nous mettons dans un classeur, après nous dispatchons cela par bureau et ainsi de suite. Donc, vous pouvez par la suite comprendre que le workflow montre bien et bien comment votre système fonctionne. Donc, on va essayer de se focaliser sur un cas d'utilisation pour voir quel est son workflow, quel est son diagramme d'activité. Donc, le diagramme d'activité va modéliser un workflow pour un ou plusieurs cas d'utilisation. En anglais, les cas d'utilisation, on appelle ça les use cases, d'accord? Et ça permet de spécifier une opération. Par exemple, tout ce qui a été décrit au niveau du diagramme, par exemple, des séquences, ou tout ce qui a été décrit au niveau des diagrammes des cas d'utilisation, ça permet de prendre un cas d'utilisation et de le spécifier. Donc, le diagramme d'activité le plus approprié pour modéliser la dynamique d'une tâche ou d'un processus métier. Souvent, quand on veut comprendre le processus métier, on fait appel au diagramme de cas d'utilisation et le diagramme d'activité. Donc, lorsqu'on parle des diagrammes d'activité, on verra que c'est un ensemble de nœuds, d'accord? Parmi ces nœuds, il peut y avoir des actions, des contrôles, des objets, départ et terminaison. Quand vous avez vu le diagramme de cas d'utilisation, il y avait le bonhomme, il y avait l'ellipse qui symbolisait les cas d'utilisation, il y avait des flèches qui montraient la communication, d'accord? Et vous avez dans les diagrammes des séquences aussi le bonhomme, vous avez l'arbre de vie, vous avez les différents messages synchrones, asynchrones, les messages qui sont récursifs, vous avez réflexifs, pardon, vous avez également des messages qui sont d'attente, ça dépend d'un timeout, et vous avez différents types d'opérateurs. Pareil, quand vous allez dans le diagramme d'activité, vous avez aussi certains symboles qui sont très importants, qui vont vous aider à bien comprendre l'activité que vous êtes en train de modéliser. Donc, lorsque nous regardons le diagramme d'activité, vous aurez toujours un point noir pour dire le départ. D'accord? Donc, la séquence va commencer par exemple, la vérification de la commande. Quand on veut, par exemple, valider une commande, donc on va vérifier la commande. Donc, vous aurez le losange qui va exprimer une condition. Donc, dans l'une des extrémités, vous allez mettre le oui et dans l'autre extrémité, vous allez mettre le non. Et la phrase que vous allez mettre à l'intérieur, c'est la condition. Est-ce que la commande est valide? D'accord? Si oui, la commande sera enregistrée et ça sera la fin. Si cette commande n'est pas valide, la commande sera rejetée. Vous allez générer un message d'erreur pour informer les clients et vous allez terminer. Donc, ici, vous avez combien d'activités? 1, 2, 3, 4. 4 activités. Donc, dans l'intérieur, vous allez vérifier la commande. Donc, quand je vais modéliser ça sous forme de fonction, je dois créer une fonction pour vérifier la commande. Quand je crée une fonction pour vérifier la commande, cette fonction va
me renvoyer une valeur vraie ou faux, d'accord, que je vais tester. Si la valeur est vraie, donc je vais appeler une autre fonction qui permet d'enregistrer la commande et ça sera la fin. Mais si la valeur est fausse, c'est-à-dire non, je vais appeler une fonction qui va annuler la commande, rejeter la commande et informer les clients que sa commande était annulée. Et la fin, si vous remarquez, c'est un point noir entouré d'un cercle, pardon, je m'excuse, entouré d'un cercle blanc. D'accord? Vous remarquerez que ça, c'est la terminaison. D'accord? Et ceci, c'est le départ. Donc, vous aurez le départ, vous aurez la terminaison. Donc, quand je suis en train de lire le diagramme d'activité, je cherche toujours le point de déclenchement, le point de départ et la fin. Donc, il y aura plusieurs autres objets qui peuvent intégrer des objets de synchronisation. Donc, ça peut être une synchronisation disjonctive ou conjonctive. D'accord? Quand vous avez des événements qui vont se séparer, c'est disjoint. D'accord? Donc, la réception de livraison va se scinder en deux. Ça sera contrôle qualité. On va vérifier la qualité. D'accord? En deux. Et après, on peut aussi les regrouper, les deux actions. D'accord? Les deux actions se regrouper. Et puis, on exécute enregistrement livraison. Donc, il y aura plusieurs entités. Donc, il y a des actions qui vont s'exécuter en parallèle. Il y a des actions qui vont faire de la division, de la combinaison. Vous avez aussi d'autres actions qui peuvent se répéter. Donc, ici, par exemple, je mets étoile pour chaque. Ça veut dire cette partie, vérifier l'article, commander l'article va se répéter. Je peux représenter ça avec cette image. Ou bien je peux utiliser juste une boucle. D'accord? Recevoir une commande. Je vérifie l'article. Je commande l'article. Est-ce qu'il y a encore d'autres articles? Oui. Je reviens encore dans cette étape. Donc, souvent, on préfère la deuxième représentation pour dire que c'est un peu explicite la boucle. Mais si vous maîtrisez la première façon de modéliser, c'est aussi bien. Donc, dans les diagrammes d'activité, quand vous voulez représenter une boucle, donc vous ramenez la flèche vers l'activité qui va servir de point d'entrée et la fin plutôt vers l'activité qui va servir de point d'entrée et le départ c'est de l'activité qui va servir de sortie. D'accord, ça c'est l'itération. On peut modéliser aussi le D-diagramme, c'est-à-dire le diagramme d'activité. Je peux faire en sorte que les systèmes, les acteurs, les intervenants, je le mélange tout, je ne fais aucune séparation entre les activités exécutées par l'acteur A ou les activités exécutées par le système B, ainsi de suite. Mais je peux utiliser ce qu'on appelle la partition ou le swim lane. Les swim lane, c'est quoi? Regardez cette modélisation. Donc, vous avez séparé le système en deux. Donc, j'ai un tableau, c'est comme si vous dessinez un tableau et vous divisez les tableaux en deux ou en trois selon le nombre de personnes qui vont intervenir. Et sur chaque partie, vous mettez le nom de l'intervenant. Par exemple, ici, c'est le comptable, ici, c'est le client. Qui commence l'activité? C'est le comptable. Le comptable, par exemple, enregistre la commande. Et le comptable envoie la facture chez les clients. Le client, qu'est-ce que lui va faire? Il va exécuter une seule activité, c'est le paiement. Une fois le paiement est fait, qui va enregistrer le paiement? C'est le comptable. Il va enregistrer le paiement et c'est la fin. D'accord? Donc, l'objet comptable, il va exécuter trois activités: enregistrer commande, envoie la facture et enregistrer paiement du client. Mais l'objet client ne va faire qu'une activité qui est paiement de la facture. Donc, on peut avoir plusieurs acteurs et là, il faut toujours représenter cela avec les différentes lignes. Donc, vous avez les grands tableaux, vous les divisez. Donc, en anglais, on appelle ça le swim lane ou en français, la partition. Donc, si vous représentez les diagrammes d'activité sous forme de partition, ça vous permet de comprendre l'intervention de chaque acteur ou du système. Quels sont les messages qui sont exécutés par l'acteur? Quels sont les messages qui sont exécutés par le système? Ok? Et là, dans la partie programmation, c'est plus facile de dire telles fonctions seront ce qu'on appelle les primitives de la classe, par exemple comptable, et telle fonction, les autres fonctions vont intervenir comme primitives, par exemple, de la classe cliente. Donc, vous pouvez déjà, dès cette phase, commencer déjà à voir plus clair comment vous allez regrouper vos fonctions au niveau des classes. Donc,
Par exemple, si on représente de façon générale le check-in dans l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Il y a un message d'arrivée, donc le client arrive. Qu'est-ce que le client va faire? Il va le passenger check-in, ça veut dire il y aura la vérification des passengers, de voyageurs. On va regarder son passeport, on va regarder son billet. Si tout est OK, il va monter dans l'avion et l'avion va faire le taxi et c'est la fin. Mais si ce n'est pas OK, c'est la fin, la personne ne va pas voyager, son vol sera annulé. D'accord? Donc, si c'est OK, il y a deux actions qui sont exécutées en parallèle. Pendant que le passager est en train d'entrer dans l'avion, le bagage, les bagages sont également enregistrés et envoyés dans l'avion, dans la partie soute. Vous voyez? Donc les deux actions, les deux activités sont exécutées en parallèle. Donc on peut exécuter les activités en parallèle, on peut synchroniser cela. D'accord? Donc vous avez par exemple le check-in du passager. On peut par exemple, ça c'est de haut niveau, mais si on veut vraiment entrer dans comment on fait le check-in d'un passager, cette activité peut être encore décomposée en sous-activités pour voir les détails de près. Donc l'activité vérifier le passager dans le check-in, ça se passe entre le passager et le personnel de service. D'accord? Les gens qui sont au niveau de différents box pour enregistrer les passagers. Qu'est-ce qui se passe? C'est les passagers qui arrivent, ils montrent son ticket au niveau du compteur et le, le personnel de vérification, bon, disons les hôtesses, ils vont vérifier, d'accord? Si le ticket est OK, donc ils vont peser les bagages. Si c'est OK, ils vont accepter, d'accord? Après avoir accepté, est-ce qu'il y aura des pénalités pour le bagage? S'il y a des bagages supplémentaires, c'est la personne qui va payer. S'il paye, il va rentrer et il aura l'autorisation. Ça veut dire qu'on va lui donner le ticket, le billet d'embarcation pour monter dans l'avion. Mais au cas où, par exemple, le ticket n'est pas bon, le passager sera envoyé au service client pour faire la réclamation. Au cas où, par exemple, son billet, c'est un billet, il est arrivé en retard, l'avion, l'enregistrement est déjà clôturé, ou bien le vol est annulé, ou bien il y a un autre problème. Donc, ça sera un autre cas, ça sera la fin. D'accord? On peut, ça veut dire, regarder du côté macroscopique, on voit l'activité du côté macroscopique, comme on peut revenir du côté microscopique. Par exemple, euh, le taxi, par exemple, l'avion fait les taxis, d'accord? On peut regarder ça du point de vue général, mais si je vais développer ces modules, je dois aller encore du point de vue macroscopique. C'est quoi pour moi les taxis quand l'avion fait les taxis? Ok? Donc, par exemple, le diagramme de l'activité peut nous aider à modéliser toutes sortes d'activités que nous voulons, mais nous devons nous focaliser sur les différents cas d'utilisation. D'accord? Donc, premièrement, vous devez identifier la portée du diagramme d'activité. Ça veut dire commencer en identifiant ce que vous allez modéliser. On ne modélise pas tout. Prenez un cas d'utilisation, par exemple, livrer une pizza, acheter par exemple quelque chose en ligne. Donc, selon le système que vous êtes en train de modéliser, vous avez pris les cas d'utilisation, vous l'avez modélisé avec les diagrammes de séquences et vous pouvez aussi le modéliser avec des diagrammes d'activité pour connaître le workflow. Ajoutez le point de départ et le point de terminaison, d'accord? Et à partir du point de départ, vous allez maintenant enchaîner les actions. Donc, si vous modélisez un workflow, introduisez une activité pour chaque processus principal, souvent le use case. Et si vous modélisez une méthode, donc une fonction, il est souvent nécessaire d'avoir une action pour chaque grande étape de la méthode. Donc, ajouter des transitions, d'accord? Je passe d'une étape à une autre. Ça peut être des transitions avec conditions, d'accord? Sans condition également. Ça peut être la synchronisation entre plusieurs événements et ainsi de suite. Ça peut être aussi l'itération, donc les différentes transitions que vous aurez. Donc, identifier des partitions si vous voulez, au lieu que ce soit juste le diagramme d'activité de manière globale, mais vous voulez vraiment savoir chaque utilisateur, quelles sont les activités qui les concernent. Donc, vous allez créer la partition et dans chaque colonne, vous représentez un acteur et
les différents systèmes qui interagissent. Et par là, vous allez mettre chaque activité dans sa colonne et voir la relation entre eux. Et c'est très important parce qu'il y a des logiciels, par exemple, qui demandent, par exemple, je donne un exemple de demande de congé. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, vous voulez, par exemple, avoir le workflow de demande de congé. Vous avez la personne qui demande le congé va remplir le formulaire et il va valider il va envoyer son congé. Et cela va être envoyé directement à son manager pour validation. Si le manager valide, ça sera envoyé au RH, d'accord, le responsable des ressources humaines, pour que les responsables entérinent cela, parce qu'ils font des calculs mensuels pour savoir combien d'heures la personne a travaillé, comptabiliser combien d'heures il n'a pas travaillé, pour qu'à la fin du mois, on sache combien on va le payer, d'accord, en fonction du congé qu'il a pris. Le RH va faire, une fois que c'est fait, la personne aura une notification finale qui est son congé a été validé. D'accord? Il y a 3 personnes. Mais si je représente 100 partitions, j'aurai juste demande de congé comme en tête l'activité, sera suivi par la suite par validation du manager et sera suivi par la suite validation du RH et la terminaison. J'aurai 3 activités. Mais je ne sais pas qui fait quoi. Mais lorsque je représente sous forme de partitions, ça me permet de savoir réellement ce que moi je dois faire, ce que le manager va faire et ce que le responsable des ressources humaines fera. Donc, on peut donner aussi un exemple simple, une cuisine, d'accord, la recette. Vous voulez par exemple préparer une recette à base par exemple de chocolat et de jaune d'œuf par exemple. On commence par casser le chocolat en morceaux, puis le faire fondre. En parallèle, vous cassez aussi les œufs en séparant le blanc du jaune. Quand le chocolat est fondu, vous ajoutez le jaune d'œuf. Vous battez le blanc à neige pour faire monter un peu, rendre ça plus ferme si vous faites des gâteaux. Incorporez le chocolat sans le briser et verser dans le ramequin individuel et mettre au feu au moins 3 heures au réfrigérateur pour que ça soit solide. Comme ça, vous aurez des gâteaux vraiment bien faits. Ok, donc si vous voulez par exemple reproduire cet exemple de recette, qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? En parallèle, qu'est-ce qu'on fait? On casse les œufs et on casse le chocolat. C'est ce qui a été décrit ici. Commencez par casser les œufs et le chocolat parce qu'on dit en parallèle. Ce sont des activités qui vont se dérouler en parallèle. D'accord? Donc, quand je casse les œufs, après avoir cassé, l'activité qui vient après, c'est que je dois séparer le blanc du jaune. D'accord? Parce que le blanc, je vais le battre pour faire la partie solide de mon gâteau, que je vais ajouter par la suite le chocolat fondu. D'accord? Je vais battre, d'accord? Battre le blanc. Le jaune, je vais le mélanger directement avec le chocolat fondu. Donc, je vais ajouter du jaune. Donc, ces deux activités vont se synchroniser. Et par la suite, je vais maintenant prendre le blanc qui a été battu. Je vais ajouter le jaune au chocolat. Je vais mélanger. Et en le mélangeant, je vais chercher le pot, ça veut dire de moule. D'accord? Je vais mettre ça dans le moule. Et après, je vais mettre ça au réfrigérateur. Et si ça, c'est une activité temporelle, donc on va attendre au moins 3 heures. Après 3 heures, je vais ouvrir le réfrigérateur et j'ai mes petits gâteaux que je peux manger. D'accord? Des biscuits, tout dépend de ce que vous allez faire. Donc ici, on voit bien qu'il y a plusieurs activités. Il y a la synchronisation, il y a l'exécution en parallèle et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez aussi des activités qui sont disjointes. Par exemple, séparer le jaune d'œuf avec le blanc, ça va donner des activités différentes. L'une des activités va se synchroniser avec une autre activité et ainsi de suite. D'accord? Mais je peux par exemple dire, voilà, je vais me focaliser sur une activité, par exemple, casser les œufs, c'est quoi? Ou bien quand on dit casser les œufs ou casser le chocolat, qui fait quoi? Là, le timeline, plutôt là, la partition fait son apparition pour savoir qui fait quoi. Ici, on ne sait pas qui fait quoi. Parce que s'il y a par exemple le chef de cuisine et son aide, on ne sait pas qui réellement intervient dans l'activité. D'accord? Donc, si je veux savoir entre le chef et son assistant, qui fait quoi, donc la partition devient importante. Donc, j'ai dit l'assistant, je mets à gauche, le chef ici, qui commence l'activité, c'est le chef. Donc, il va donner deux ordres, casser le chocolat et les œufs. Donc, lui-même va s'occuper des œufs et l'assistant le chocolat parce que les œufs, un peu difficile de séparer le blanc des jaunes. D'accord? Après, quand on dit le blanc des jaune, ça veut dire quand vous ouvrez l'œuf, vous voyez le jaune d'œuf
et la partie blanche. Donc vous séparez les deux. Et l'assistant va casser, va fondre le chocolat et par la suite. Donc on voit bien qui fait quoi. Celui qui mélange, c'est le chef, mais celui qui va verser dans les différents moules, c'est l'assistant. Et maître réfrigérateur, c'est l'assistant. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de voir comment ils interviennent. Si on revient au précédent, on ne voyait pas l'interaction entre les deux. Mais si on va vers le timeline, on voit réellement qui fait quoi. Donc, accepter, on peut avoir des différents types de messages. Lorsqu'on reçoit un signal, donc ça c'est un message pour recevoir un signal. Donc ça c'est un message pour attendre pendant un laps de temps. Et ça c'est un message pour envoyer le signal. D'accord? Donc le diagramme d'activité contient plusieurs symboles. Vous êtes appelé à vous familiariser. Donc, on peut encore regarder de près donc l'activité de verser dans différents moules, ça veut dire des ramequins. Donc on peut ajouter le jaune d'œuf, le chocolat, battre. Et si vous regardez ici, c'est une file d'attente. D'accord? C'est une activité qui est asynchrone. Donc il y aura plusieurs qui vont venir. Et ça va se répéter. Ça va se répéter. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on fabrique, on met. Donc, j'ai créé quelque chose, je vais remplir et je mets au frigo. Ainsi de suite, ça se répète. D'accord? C'est une boucle. Donc, cette boucle, c'est une boucle spéciale qui veut dire qu'il y a une file d'attente ou en anglais qu'on appelle ça une queue qui permet à ce qu'il y aura des messages en entrant et en sortant, on l'utilise pour d'autres activités. Donc, on peut avoir plusieurs façons de regrouper les choses. On peut utiliser des conditions. Donc, à l'intérieur, on peut rendre les choses un peu plus compliquées. On peut mettre des conditions, oui, sinon, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez modéliser en utilisant plusieurs formes de symboles dans les diagrammes. D'accord? Commander un produit, par exemple, vous avez plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a les clients, il y a le caissier, d'accord? Il y a l'entrepôt, il y a la partie vente. Donc, construire un diagramme d'activité pour modéliser le processus de commande d'un produit. Quand si on veut savoir que fait chaque acteur, donc on va directement aller dans la partition. Le client va commander le produit. Qui va traiter? C'est les gens qui se trouvent dans la partie vente. Ils vont traiter. On va aller dans l'entrepôt pour sélectionner l'article dans le magasin. On va expédier ça à la partie vente qui va préparer la facture et envoyer au client. Le client va payer et la caisse va encaisser. D'accord? Donc, on voit bien que chaque acteur va faire sa partie. D'accord? Chaque acteur va faire sa partie. Donc, on peut rendre ça encore plus compliqué. Il y a plusieurs exemples encore, la connexion sur un serveur Internet. On peut voir plusieurs exemples. D'accord? Pour l'instant, je préfère que vous vous focalisez juste sur l'aspect activité. Donc, il y a un point de départ, il y a un point de terminaison et entre le point de départ et de terminaison, donc il y a plusieurs actions qui seront représentées par des activités, par des conditions et par des boucles, ainsi de suite. Donc, vous pouvez représenter ça en un seul diagramme sans détail des acteurs, mais si vous voulez savoir qui fait quoi, donc vous devez partitionner cela pour réellement savoir qui fait par exemple la commande, c'est le client, qui traite la commande, c'est la vente, ainsi de suite. Donc là maintenant dans la phase d'implémentation, si vous créez des classes ou des objets, donc vous sauriez facilement dans quelle classe mettre telle méthode ou mettre telle information. Donc ça devient plus clair. Ok, donc ça devient plus clair. Donc qu'est-ce que nous pouvons retenir un peu dans cette partie de diagramme d'activité? D'accord, ça paraît pas bien. Ok, qu'est-ce que nous pouvons retenir au travers des diagrammes d'activité? Donc, le diagramme d'activité, c'est aussi vraiment un cas particulier des diagrammes d'état de transition. Vous qui êtes vraiment habitué avec les dessins techniques, le modèle technique, les graphes 7, donc vous avez déjà l'habitude de dessiner avec les graphes 7
la séquence d'activité, c'est la même chose. Seulement l'UML change cela, l'adapte au niveau des cas d'utilisation pour associer la description de chaque activité, de chaque cas d'utilisation, comprendre réellement qui fait quoi aussi lorsque nous voulons pousser le bouchon un peu plus loin. Donc vous verrez qu'il y a des messages qui vont se synchroniser, il y a des messages qui vont exécuter en parallèle. D'accord? Si on dessine cette barre, c'est qu'on veut faire la synchronisation. D'accord? Du haut vers le bas, c'est le parallélisme. Ok? Donc vous aurez ici des activités, des conditions. D'accord? Si une condition est exécutée, le losange oui ou bien non. D'accord? Donc par exemple, servir, allumer la cafetière, le café passe et le servir. Si cafetière éteinte, on ne peut pas. Ok? Donc on aura des conditions et derrière les conditions, on peut exécuter. Donc comme on a fait pour le cas de diagramme de séquence, on avait des références. Donc si j'ai déjà un diagramme d'activité qui a été déjà créé, donc je ne veux plus le recréer, je vais juste l'incorporer parce qu'il y a la possibilité de dire voilà, à cette étape, je vais insérer telle activité. D'accord? Donc la référence Open Door. Open Door, ça veut dire il y avait déjà un diagramme de séquence qui a été d'activité pardon qui a été créé qui s'appelait l'ouverture d'une porte, d'accord, qui expliquait comment ouvrir une porte. Il y avait déjà aussi un diagramme d'activité qui est la fermeture d'une porte, comment fermer une porte. Donc vous allez essayer tout simplement d'agencer cela. Donc dans les différents TD que vous allez faire, l'objectif serait de commencer à utiliser les différents outils, d'accord, un à un, de vous familiariser avec ces différents diagrammes. Donc je pense que nous avons abordé jusqu'à présent les trois grands diagrammes. Et le prochain diagramme qui sera pour le jeu 3, mais il y aura encore plus pour le L1, c'est le diagramme des classes. D'accord? Il va nous aider un peu de voir le côté statique, l'organisation de votre objet, quelles sont les informations qui vont caractériser les objets, quelles sont les méthodes qui vont être définies au niveau de la classe et la relation entre les différentes classes. Ça, c'est très important. C'est la partie où on parle beaucoup plus de la conception orientée objet. Souvent, quand on parle de la conception orientée objet, c'est vraiment le diagramme des classes qui est beaucoup utilisé et la relation entre les classes. D'accord? Cela va générer plusieurs notions comme l'héritage, comme le polyformisme, et vous en avez vraiment besoin si vous voulez développer de logiciels. Donc, je vous dis à bientôt pour commencer la dernière partie pour le jeu 3, mais c'est la continuité pour le L1, c'est le diagramme des classes. Donc, on se dit à bientôt et bon courage.